Qu'est-ce que la photobiomodulation? Grande question. La photobiomodulation ex low level laser thérapie, low level light thérapie, anciennement même soft laser, laser de basse énergie, tout cela c'est une entité qu'il faut bien expliquer et qui n'a finalement rien à voir avec le laser de haute énergie qu'on connaît mieux, qui est ce laser destructeur qui va, comme un bistouri, détruire des cellules, des tissus. La photobiomodulation, c'est finalement l'inverse. Les photons vont avoir une action de régénération cellulaire et tissulaire, avec finalement une triade d'effets qui nous intéressent particulièrement en médecine et dans de très nombreuses spécialités médicales. Un effet antalgique, anti-inflammatoire et de cicatrisation, régénération cellulaire et tissulaire. Cela n'intervient qu'avec une certaine frange de longueur d'onde et une certaine puissance de la machine délivrant ce rayonnement. Associé à ces paramètres, la dose finalement reçue par le tissu est également essentielle. L'effet ne doit être considéré qu'en fonction d'une longueur d'onde avec une puissance et une dose reçue par le tissu adéquate. Ça, c'est, je dirais, l'élément aujourd'hui principal nouveau dans l'utilisation de la photobiomodulation, c'est la précision qui doit être ultime finalement des paramètres d'irradiation qui conduisent à l'effet au niveau des cellules et des tissus. La photomodulation va intervenir à 3 niveaux, comme on le disait. Un niveau antalgique qui est plutôt le moins connu, qui est certainement lié à la libération locale d'endorphines et à des effets multiples au niveau du tissu recevant la lumière. Un effet anti-inflammatoire qui lui est beaucoup plus connu et qui est à la base finalement de tout l'effet préventif de la photobiomodulation, c'est cet effet anti-inflammatoire qui est à la base de toute l'utilisation en prévention sur des lésions muqueuses, cutanées, etc. C'est finalement l'effet peut-être principal. Et puis le troisième effet de régénération cellulaire, de cicatrisation, c'est l'activation des processus cellulaires énergétiques qui vont conduire à la mitose cellulaire, à une plus grande activité cellulaire des cellules irradiées par ces photons, et finalement à une accélération de la cicatrisation et à une meilleure cicatrisation. À partir de ces 3 effets, on va retrouver l'ensemble des indications de ces traitements qu'il va falloir au cours du temps optimiser avec des longueurs d'onde adéquates, des doses adéquates et des manières de délivrer ce rayonnement la plus optimale possible. Vous voyez aujourd'hui les progrès qui sont faits en photobiomodulation, c'est de mieux préciser tous ces paramètres qui vont conduire à des traitements reproductibles, toujours actifs et avec une technicité la plus rigoureuse possible, y compris sur le plan dosimétrique. Un exemple des paramètres importants, bien sûr, c'est la longueur d'onde. Et aujourd'hui, les longueurs d'onde rouges et infrarouges sont les plus connues et les plus utilisées dans cette photobiomodulation, à la fois en cancérologie, qui est ma spécialité, mais dans pratiquement toutes les autres indications, rhumatologie, traumatologie, dermatologie, etc. Ces lumières rouges et infrarouges vont avoir à peu près le même effet anti-inflammatoire, antalgique et de régénération cellulaire, cicatrisation, avec par contre une profondeur de traitement qui est différente. Le rouge va s'adresser à la surface, l'infrarouge va aller nettement plus en profondeur, au-delà de 1,5-2 cm de profondeur. Donc en fonction de la zone traitée, on va utiliser soit le rouge pour des surfaces que l'on traite, soit de l'infrarouge pour aller en profondeur. Et c'est évident que traiter en lumière rouge un tendon qui est profond ne va pas avoir l'effet escompté à la même intensité. Donc cette notion de longueur d'onde active, quand je dis rouge, c'est entre 630 et 660 nanomètres. Dans l'infrarouge, c'est le NIR infrared, en deçà de 1000 nanomètres, c'est entre 730 et 830 nanomètres au mieux. Au-delà de 900 nanomètres, on est
plus que sur un effet antalgique et pas vraiment de cicatrisation. Donc vous voyez, l'élément longueur d'onde est important. Et puis vous avez d'autres paramètres qui sont détaillés sur les diapositives. Bien entendu, la puissance de l'appareil, la dose reçue qui est finalement la dose au niveau du tissu, pas la dose qui sort de la machine. Vraiment, cette notion de dosimétrie, elle s'apparente à ce que nous avons nous en radiothérapie pour les cancers. Il faut que l'on ait des vérifications de dose au niveau du tissu et pas à la sortie de la machine. En plus de la dose en joules, vous avez la notion de débit de dose, de densité de dose, le caractère pulsé ou continu du laser, la taille du spot lumineux, c'est très important, c'est-à-dire finalement ça va se rapprocher de la notion de débit, etc. Et si l'on traite effectivement point par point ou sur des champs larges, l'important étant de donner toute la dose voulue sur l'ensemble de la surface à traiter. Il y a une formule que vous verrez sur les diapositives qui donne effectivement le temps en fonction de la surface traitée et donc de la dose délivrée. Donc tous ces paramètres sont importants et sont toujours à préciser lorsqu'on veut donner un traitement de qualité en photobiomodulation. Je donne l'exemple du tissu cutané où dans les indications de dermatologie, on va avoir des possibilités de diminution des brûlures solaires, de cicatrisation de plaies, d'escarres, de traitement de certaines lésions dermatologiques inflammatoires comme l'acné, et puis pour ce qui concerne la cancérologie, de diminution des radiodermites, où là nous avons pas mal d'expérience et où on sait que cette action est réelle et tout à fait importante. On n'a pas abordé jusqu'à maintenant le type de rayonnement qui donne cette photobiomodulation. Elle n'a pas de réelle importance, que ce soit le laser, les diodes laser ou les LED, on pourra avoir la même efficacité, le même type d'effet au niveau des cellules et des tissus. Ce qu'il faut, c'est que la dose reçue soit bien la dose prescrite et les LED de bonne qualité qui ont un bon faisceau unidirectionnel, qui ont un bon débit de dose qui se rapproche de ceux des lasers, vont avoir exactement le même effet. Et on a eu, il y a quelques années, la discussion, est-ce qu'il fallait reprendre les études avec les LED par rapport aux lasers ou aux diodes laser? Non. Si les LED de qualité donnent le même type de rayonnement que le rayonnement diode laser, on n'a pas à refaire nos études, on est sur une quantité d'énergie donnée à un tissu, et ce n'est pas la technique de traitement qui est importante, c'est les paramètres de cette irradiation. Donc aujourd'hui les LED qui sont infiniment moins chers, plus simples d'utilisation, sont bien plus largement utilisés, mais il faudra avoir des LED de très grande qualité qui ont, comme je vous le disais, ces mêmes paramètres de traitement qui permettent d'avoir l'effet escompté. Enfin, sur le plan chimique, comment fonctionnent ces photons au niveau des cellules? On sait que c'est principalement au niveau de l'ATP des mitochondries qu'agit le rayonnement, mais il y a beaucoup d'autres effets sur la cellule, au niveau de la membrane, au niveau du cytoplasme, au niveau de différents éléments, et vous verrez sur une diapositive que plus d'une trentaine d'effets différents sur le cytosol ont été mis en exergue, et sur la mitochondrie, avec bien sûr l'action de l'oxygène qui va permettre à la cellule d'utiliser cet oxygène pour en faire de l'ATP et mettre en branle l'énergétique cellulaire. C'est à la base de cette constitution d'énergie que va se développer l'énergétique cellulaire, le métabolisme qui va conduire à l'activité cellulaire, puis à la mitose et à la régénération finalement du tissu. Donc cela c'est de mieux en mieux connu, on a une infinité de publications, de travaux qui vont dans les détails sur l'action au niveau moléculaire et cellulaire de ce rayonnement par photobiomodulation.